Bien, je vais vous proposer quelques réflexions autour de l'identité associative en prenant l'exemple de l'Association des paralysiés de France. D'abord, et en avertissement d'une certaine manière, je ne suis pas totalement sûr de ce que je vais défendre comme position. Il y a matière à débat. Plus je vieillis, plus je gagne en assurance dans mes doutes. C'est ce que dit le dessinateur Xavier Gorce, mais c'est valable aussi pour moi après 40 ans d'enseignement de l'économie à l'université. Il faut, pour comprendre le positionnement qui peut être celui des associations, il faut bien voir comment le contexte est en train de changer. Et il est en train de changer pour ce qui nous concerne et pour le secteur d'activité de l'APF sur deux points principaux. Le premier, c'est l'évolution du modèle de protection sociale. Et le deuxième, c'est l'apparition de nouveaux concurrents, de nouveaux challengers, les entreprises sociales, voire parfois les entreprises lucratives. Concernant l'évolution du modèle de protection sociale, dans les travaux internationaux que l'on peut lire sur la question, on présente souvent les choses de cette manière avec un graphique avec trois pôles. Cela veut dire que la solidarité, les besoins de solidarité trouvent réponse soit dans la sphère privée, dans la famille ou dans l'activité des associations, soit dans la sphère marchande, par l'acquisition de prestations de services, d'assurances ou de services à domicile, par exemple, soit dans la sphère publique, et notamment par le biais des assurances sociales qui solvabilisent un certain nombre de besoins. Ce qui est en train de changer par rapport à ce que nous avons connu pendant les 30 Glorieuses, pendant les 30 Glorieuses, on a vu le marché prendre moins de place, le secteur public, la sécurité sociale augmenter leur rôle et leur impact, et la sphère privée restait présente, mais sous des formes un peu différentes, dans la mesure où la solidarité collective venait appuyer, aider et parfois remplacer la solidarité des proches. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'idée d'activation des dépenses sociales, comme l'on dit, de responsabilisation. On fait payer les malades par le ticket modérateur, soi-disant pour les responsabiliser. On demande à la famille davantage. On demande aux gens de s'activer, d'apporter une contrepartie aux prestations qu'ils reçoivent. Ça, c'est un déplacement de la responsabilité collective renvoyée davantage vers la responsabilité individuelle. Et le deuxième événement important, c'est le développement de la marchandisation. Quand on avait créé la sécurité sociale, on avait mis hors marché tout un tas d'activités. Même chose pour l'aide sociale. Aujourd'hui, on va vers les assurances complémentaires, on transfère vers les dépenses d'assurance complémentaire, on met en concurrence les associations, on fait des appels d'offres, on voit le marché reprendre une part de plus en plus importante. Pour certains même, le système national de protection sociale a été une erreur et il faudrait impérativement revenir en arrière. Là, j'ai mis un éditorial de Denis Kessler qui exprime un peu ses espérances en octobre 2007. Que faut-il faire? La liste des réformes nous dit tout, nous dit-il. Prenez tout ce qui a été fait entre 1944 et 1952, sans exception, il va même donc très loin. Il s'agit de sortir de 1945, de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Alors il est minoritaire, mais c'est un courant d'opinion qui est latent et qui fait que les critiques vis-à-vis du système de protection sociale sont souvent radicales et très fortes. Le deuxième phénomène important auquel on assiste aujourd'hui, c'est le développement de l'entreprise sociale, le développement de l'entrepreneuriat social. On ne parle plus jamais d'économie sociale et d'économie solidaire seule, on ajoute toujours et de l'entrepreneuriat social. Tous les rapports internationaux le font comme cela. Alors, c'est un mouvement ancien qui a déjà une trentaine d'années et qui vient des États-Unis. Il correspond à deux tendances. La première, c'est qu'il s'agit de moraliser la grande entreprise capitaliste. On a vu les dérives financiéristes, les dérives, on les observe encore toujours. L'inégalité n'a jamais été aussi forte. On est revenu aujourd'hui dans la plupart des pays développés au niveau d'inégalité que l'on connaissait au début du XXe siècle. La France est un peu en retard. D'ailleurs, quand on dit qu'il faut qu'elle fasse des réformes, c'est sans doute parce qu'elle n'a pas été assez loin dans la libéralisation des inégalités, dans l'aggravation des inégalités. Il faut se méfier des réformes quand elles prennent cette allure-là. Alors, moraliser la grande entreprise, ça veut dire que c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est le souci de l'investissement social responsable, c'est l'idée du développement durable. Il y a beaucoup de choses positives, mais c'est aussi un nouveau marché.
La deuxième tendance qui joue en faveur de l'entreprise sociale, c'est que les modes de management de l'entreprise, les modes de management sérieux, hein, l'association est plutôt vue comme une entreprise Canada Dry, mais pas une vraie entreprise, eh bien, les outils du management classique, le social business, vont permettre de mieux régler les problèmes sociaux. D'une certaine manière, le social business, c'est le fait que les pauvres constituent un marché potentiel, les pauvres, les handicapés aussi. Au croisement des deux, la philanthropie est en train de changer. On parle en anglais de venture philanthropy. Ça veut dire qu'au lieu d'être des philanthropes qui donnent de l'argent à des associations, à des causes, l'idée, c'est d'aider à créer des entreprises sociales, d'investir dans ces entreprises sociales, en espérant même qu'il y aura un retour sur investissement qui pourra à nouveau, bien entendu, servir à d'autres. Le contexte de crise actuelle est favorable puisque les financements publics sont de plus en plus contraints. L'idée de faire passer la facture du côté du marché, du côté de la solvabilisation, c'est évidemment quelque chose d'intéressant. Et puis, on a besoin d'innovation sociale, ça c'est certain, parce qu'on fait face à des problèmes complexes, à des problèmes nouveaux. Donc ces deux événements-là ont fait apparaître, ont amené ce que l'on appelle les entreprises sociales, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Alors ce sont des acteurs différents de ceux que l'on connaissait dans le secteur associatif auparavant. Ce sont plutôt des milliardaires, philanthropes, les premiers sont ceux-là, les hauts cadres des entreprises, des hauts fonctionnaires, des élèves d'écoles de commerce et de jeunes entrepreneurs qui ont des projets, d'une certaine manière. Donc c'est difficile d'avoir un point de vue non nuancé par rapport à ce phénomène-là. La force de changement la plus puissante, c'est une idée nouvelle entre les mains d'un véritable entrepreneur, d'un vrai entrepreneur. Ça, c'est le directeur d'Ashoka France qui le dit. Les méthodes de la grande entreprise dans les activités sociales vont faire gagner de l'efficience, business plan, fundraising, effet de levier, et les liens privilégiés avec les fondations d'entreprises et le mécénat de compétences vont permettre de mieux régler les réponses aux besoins sociaux. La vie associative, l'entreprise associative est anormale par rapport à ça. Quand on veut gérer une entreprise classique pour gagner le maximum d'argent, il faut prendre les gens les plus qualifiés pour la gérer au mieux. Dans une association, on partage le pouvoir avec les personnes qui sont concernées. Pourquoi prendre en compte le point de vue, la décision d'individus moins performants? C'est une idée un peu hétérodoxe. De même, l'entreprise classique vise à être totalement autonome par rapport au pouvoir public. Au contraire, beaucoup d'associations de solidarité inscrivent leur action en partenariat avec les pouvoirs publics et en complément. Et donc, on a un très fort décalage chez une autre culture. Il y a pourtant de bonnes raisons pour que des entreprises sociales existent. Elles sont évidemment, leur statut est mieux adapté à la situation de l'insertion par l'activité économique. Parce que quand on fait de l'insertion par l'activité économique, le cœur du projet associatif, c'est l'activité économique. Même si l'objectif, bien entendu, c'est l'amélioration de la qualité d'insertion et les possibilités de prendre une place dans la société des personnes qui sont visées par le programme. Ensuite, ça permet d'autonomiser les fonctions politiques par rapport aux fonctions de management. Les fonctions de management, elles ne sont pas dans la revendication. Ça traduit une meilleure proximité avec les entreprises classiques qui acceptent plus facilement de financer et ça déplace les responsabilités des administrateurs plutôt vers les directeurs, vers les professionnels. Cela participe enfin d'une nouveauté. L'association, c'est plus tendance, dit un des responsables de la vie associative en Picardie. C'est vrai, hein, une entreprise sociale, ça fait plus neuf, ça fait plus moderne, ça attire davantage les jeunes que la création d'une association. Bref, on aura compris, comme le montre ce diagramme-là, sur les divers modèles organisationnels possibles, entre le social et la finance, il y a tout un tas de formes différentes, de la charitise, de la fondation caritative d'un côté, jusqu'à l'entreprise commerciale pure. Je ne suis pas certain que cette façon de voir les choses soit bonne, et je pense que quand on passe de ce qui est lucratif à ce qui est non lucratif, il y a une véritable rupture. On n'est pas dans le même monde. Et c'est ce que l'on va voir maintenant en regardant comment une association comme l'APF peut se positionner en acteur économique, mais aussi en acteur sociopolitique.